Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette troisième journée de Santé Expo. Et dans le cadre de cette troisième journée, on a décidé de faire des conférences autour de la communication. Donc, il y a un certain nombre de communicants d'établissements qui sont ici. Mais peut-être qu'il n'y a pas que des communicants et que vous êtes intéressés aussi par les sujets de la communication. Étant donné que le Salon Santé Expo 2022 est labellisé Présidence française de l'Union européenne, il nous semblait assez logique de parler de communication et d'Europe. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire sur cette table ronde. Donc j'ai la chance et l'honneur de pouvoir avoir trois intervenantes de choix avec des profils complètement différents justement. Nous avons une communicante d'agence de communication avec Roxane Philippe, donc, qui est patronne de l'agence Red Havas. Je te laisserai présenter Red Havas en quelques mots quand tu y débuteras. Mais tu es passé par plein d'agences de communication très connues, Edelman, TBWA, By Agency. Donc une vraie experte com qui va justement nous parler de son regard de communicante. Annette Bertelsen qui va nous apporter son regard danois, donc qui est chargée d'affaires santé à l'ambassade du Danemark. Donc Annette m'a demandé de bien préciser qu'elle n'était pas communicante, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir justement ton ressenti en tant que chargée d'affaires pour le Danemark et d'avoir ce regard sur ce pays membre qu'est le Danemark. Et Alice de Maximi qui, elle, a travaillé à la Commission européenne. Donc pour la petite histoire, j'ai commencé à travailler au ministère de la Santé avec Alice. J'étais déjà très impressionné quand je voyais Alice à l'époque. Je suis encore plus quand je vois son parcours à l'Union européenne. Elle a fondé le collectif Femmes de Santé. Donc je vois qu'il y a pas mal de femmes ici présentes. Donc de rejoindre le collectif Femmes de Santé créé par Alice. Je crois que tu en fais partie. Annette, si ce n'est pas le cas, ça va être bientôt. Voilà. Je te laisserai dire deux petits mots pour présenter Femmes de Santé, évidemment. Mais ce qui nous intéressait, c'était d'avoir ton regard un petit peu, ce qui était dans le cœur du mécanisme européen, essayer de comprendre ce qui est peut-être incompréhensible pour nous tous, et de voir expliquer pourquoi c'est toujours compliqué au niveau de l'Europe, mais en quoi on pourrait essayer justement de faire de la communication pour les pays membres. Alors, on va commencer par Roxane. Je me lance. Sur ton point de vue, sur la communication santé, qu'est-ce que la France fait de bien en termes de communication santé et peut-être de moins bien, et peut-être si tu as des exemples d'autres pays européens qui te semblent exemplaires, commencer sur cette partie comme communication campagne santé. Alors je vais faire le même, un petit présupposé de départ, c'est que j'ai un regard assez France par définition. Aujourd'hui, comme tu le mentionnais, je dirige une agence qui a un nom très très long. On aurait pu faire encore plus compliqué, je crois qu'on ne pouvait pas. Red Havas Health Paris, donc en 4 mots, mais qui, comme son nom l'indique, effectivement a un prisme assez français, puisque nous sommes le bureau parisien de ce réseau Red qui appartient à Havas, et on a que j'ai le plaisir de lancer il y a quelques mois. Sur des sujets plutôt de RP, d'influence, on va dire. Du coup, j'ai un regard assez français. Ça ne m'empêche pas, en étant membre d'un réseau, de regarder aussi comme ce qui se passe à l'international, de suivre aussi les campagnes, parce qu'on a la chance d'avoir dans la santé de très beaux prix, de très beaux événements internationaux autour de la communication. Je pense au Lyon, je pense à des événements qui ont lieu à New York qui permettent de voir un peu ce qui se passe. Je trouve qu'il y a beaucoup de dynamisme, il y a de plus en plus de dynamisme globalement au niveau international sur les sujets de santé. Je trouve qu'on sort un peu de certaines ornières qu'on avait pu voir, où tout était très drivé par des problématiques ou réglementaires ou de compliance, etc., et qu'on essaye un peu de se réinventer, ce que je trouve déjà assez encourageant. On peut peut-être encore aller un petit peu plus loin. Je trouve que si on compare avec d'autres pays, les US vont toujours un petit peu plus loin que nous parce qu'ils ont un système qui est complètement différent du nôtre en termes de communication et de ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils peuvent communiquer en ce qu'on appelle en DTC, donc en direct to consumer sur des médicaments. Alors on en pense ce qu'on en pense. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais ça permet en tout cas d'initier certaines campagnes de vulgarisation sur des médicaments. Ils ont des tons en général assez cash. C'est souvent ce qui caractérise, je trouve, la communication anglo-saxonne, côté Afrique du Sud ou également en Asie. Je trouve qu'il y a de plus en plus de campagnes. Je regarde du côté de Taïwan, de la Thaïlande, des Philippines. Ils sortent des campagnes qui dépotent un peu, comme on dit chez nous, qui permettent vraiment d'amener un ton un petit peu nouveau. Donc je trouve ça assez intéressant. Ça, c'est sur une espèce d'overview un petit peu international. Alors la place de la France au milieu de tout ça, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire, nous en France, qu'on a une communication qui est assez latine, par définition, donc qui est souvent sur un regard très... un peu dénué d'émotion. À un moment, on en parlait avec Alice en introduction, juste avant de vous rejoindre sur scène, qui a pu être pendant très longtemps assez dénué d'émotion, qui pouvait paraître un petit peu désincarné parfois, ou du coup, pas du coup assez anglais, assez accroché.
Ce qui fait qu'à un moment, vous allez retenir, vous aussi, en tant que consommateur d'informations, de campagne de communication, une campagne en vous disant, tiens, je l'ai vu, je l'ai retenu, je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai retenu, et j'ai envie d'en parler. Et pendant très longtemps, je trouve qu'on a manqué, justement en France, de cette capacité à angler des campagnes et aller un peu plus loin. Alors ça revient souvent aussi sur quelque chose qui est une notion qui tombe pas mal en ce moment sur le milieu de la communication, qui est la notion d'audace. Parce que maintenant, il faut être audacieux. C'est le nouveau mot. Il faut être bold ou audace en français, comme vous voulez, ou il faut dare, oser. Donc je trouve ça intéressant parce que ça permet de faire un petit peu bouger les lignes. Ce qui me fait juste peur, et peut-être qu'on a manqué d'audace à un moment en France, on nous le reprochait, je me rappelle sur les grandes campagnes, au-delà de la santé, mais des campagnes d'intérêt général, comme par exemple la sécurité routière. Il y a deux façons complètement différentes d'aborder le sujet. Les Anglais vont être hyper cash, ils vont limite vous montrer la personne étendue sur le sol après s'être crachée, donc c'est très violent. Nous, en France, on va plutôt fonctionner par des ellipses. On va comprendre que quelqu'un vient d'avoir un accident parce que la personne a reçu un coup de fil. Donc, on est moins dans l'évidence du message. Donc, ça demande à la personne qui voit la campagne un petit temps de concentration quand même pour se dire, OK, donc là, on est en train de me dire que la personne a eu un accident parce qu'elle n'avait pas mis sa ceinture ou parce qu'elle avait trop bu. Intellectuellement, ça demande beaucoup de réflexion. Et du coup, je trouve qu'on perd en impact. Mais la France, du coup, a mis un petit peu de temps à oser être dans cette vision un petit peu plus audacieuse, un petit peu dans les manques, on peut dire. Ça, c'était un premier point. Un deuxième point, juste pour conclure, c'est aussi sur plutôt l'approche un peu plus opérationnelle. Je pense qu'on a eu un petit peu de retard au démarrage sur tout ce qui était digital, au sens large, que ce soit Internet ou plus largement les réseaux sociaux. Je pense qu'on est en train de le rattraper quand je vois ce que l'on peut aujourd'hui développer et le travail que l'on peut mener. Alors ça, c'est souvent aussi beaucoup grâce à la mobilisation des associations de patients qui sont aussi très, très moteurs sur ce type de réseau parce que ça leur permet de faire vivre leur communauté, de faire passer leur message, de créer une véritable émulation sur leurs thématiques et de les faire émerger. Mais je trouve qu'on a eu un petit retard au démarrage qui se corrige. Et le corollaire de ce point, c'est la dynamique un petit peu plus globale. On a beaucoup travaillé à un moment en silo. Je le voyais moi-même par rapport à mes clients. Il y avait le digital d'un côté, les RP de l'autre, les affaires publiques de l'autre, l'engagement patient encore parfois ailleurs. Et à un moment, c'est quand même important de créer davantage de synergie pour que tous ensemble, tous les acteurs puissent travailler ensemble au bénéfice d'un même message. Et en plus, ça rend le message plus facile, plus complet, plus audible, et ça permet de faire encore plus de choses. Donc, je dirais un petit peu les points sur lesquels, à un moment, la France a un peu peiné à démarrer. Et là, on parle national. Et là, on a pas mal dans la salle de représentants d'établissements. C'est vrai que la communication pour un établissement, elle est encore différente. Alors, on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais c'est vrai que dans les discussions qu'on a pu avoir pendant ces 3 jours de salon, on le sait, il y a une grosse problématique en ce moment sur l'attractivité des métiers de la santé. On parle d'Europe, il y a aussi une concurrence entre les pays. On sait que certains pays vont mieux payer, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu énorme pour les établissements de devoir communiquer sur ces questions d'attractivité des métiers. Je pense que là-dessus, il y a aussi beaucoup à faire. Alors, oui, il y a beaucoup à faire. Il y a je commence à voir émerger quelques très belles campagnes de recrutement. Alors, c'est pas forcément facile, je pense, pour un établissement effectivement hospitalier, parce que ça veut dire qu'il faut un petit peu changer dans ma perception, mais je serais intéressée d'avoir des retours, évidemment. Ça veut dire un petit peu changer son paradigme. Aujourd'hui, un établissement, sa vocation première est quand même de soigner, de sauver des vies, etc. Et là, on demande finalement à un établissement non plus, oui, de faire ça évidemment, mais aussi quasiment de se comporter comme une marque. Et du coup, de prendre un nouveau chemin. Je trouve que c'est un nouveau chemin intellectuel aussi à devoir prendre, un élargissement ou de mission ou de vision, etc. Ce qui n'est pas forcément évident. Je trouve qu'il y a pas mal d'établissements qui le prend. J'ai la chance d'être tous les ans jury au Festival de la communication santé, qui est aussi l'occasion de voir beaucoup d'établissements. Donc j'ai vu des établissements un petit peu de partout en France venir présenter des campagnes, venir présenter des projets. C'est un investissement très important, quasiment en plus déjà de ses propres missions, souvent avec peu de moyens aussi, parce quand on parle de communication, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Il y a aussi des investissements qui peuvent être assez importants de la part des autorités de santé. Il y a des très belles campagnes qui ont pu être faites par l'INPES notamment, aujourd'hui Santé publique France, avec des investissements quand même qui sont d'un point de vue achat média assez importants pour que tout le monde puisse l'entendre. Il y a des acteurs privés qui s'impliquent. C'est aussi, je trouve, un effort de la part des acteurs hospitaliers et des établissements d'investir aussi le champ de la communication aussi sur ces aspects-là. Mais je trouve qu'il y a de très jolies choses qui se font et je me dis que l'angle justement de l'attractivité, du recrutement des talents est finalement un angle qui est peut-être le plus pertinent pour un établissement parce que c'est dans la droite ligne aujourd'hui de la vocation même des établissements.
aujourd'hui que de donner envie à des soignants aussi de rejoindre l'établissement. Après, là encore, l'établissement fait son maximum, mais il y a un état général aujourd'hui de l'hôpital. Et il ne faut pas parfois attendre de la communication plus que ce qu'elle peut apporter. Oui, ça peut participer à recruter, ça peut participer à donner envie de rejoindre, mais il y a un monde global de l'hôpital aujourd'hui dont on sait combien il est en souffrance. Il faut aussi en tenir compte, il faut que les lignes bougent aussi là-dessus si vous voulez que les campagnes soient efficaces pour donner véritablement envie aussi de rejoindre ce métier. Alors sur la communication au service de la santé, quand j'ai commencé un petit peu à creuser ce sujet, je me suis dit, l'Europe, il y a moyen de faire quand même des choses, de communiquer globalement. L'Europe est quand même assez puissante. Pourquoi on ne voit pas forcément des campagnes trans-pays de l'Union européenne qui émergent dans nos pensées. Donc j'ai essayé de creuser, j'ai appelé Alice, je savais qu'elle avait travaillé à la Commission européenne, et voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire forcément de campagnes, parce qu'on a des petits pays membres qui ont beaucoup moins de moyens que des pays comme la France ou l'Allemagne pour communiquer, et l'Europe pourrait servir à cela. Mais bon, la crise Covid a quand même permis de faire avancer les choses. Et donc Alice, tu vas un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne dans les artères de la Commission européenne par rapport à ton passage, qu'on comprenne un petit peu, et puis avoir ton regard justement sur le rôle de l'Europe en termes de communication. Merci. Alors d'abord, il faut bien comprendre que la santé, ce sont les nations qui sont souveraines sur la santé, donc l'Europe ne l'est pas. Donc ça, c'est un premier point, mais c'est ça qui va tout déterminer. Et puis il y a le deuxième point, c'est que les pays européens ont quand même si on est tous unis, on est tous citoyens européens, on a des cultures différentes et donc des perceptions au niveau de la santé qui sont différentes. Ça, ce sont 2 points et 2 préambules. Il faut savoir aussi que, évidemment, comme partout, la communication, y compris dans les établissements, certes, mais y compris à la communication européenne, c'est par pauvre, c'est un budget de fonctionnement. Et on n'a toujours pas compris, y compris dans la santé, mais comme partout, en fait, sauf... Je le dis parce que j'ai aussi été bosser à Santé publique France, enfin à l'INPES avant ça pendant 7 ans. Et là, on avait un mouse budget de campagne. Mais pour vous expliquer un peu comment fonctionne la santé à la Commission européenne, il y a eu des programmes de santé. Le 3e programme de santé s'est arrêté en 2020. Il était là de 2014 à 2020. Et son budget global, c'était 449 millions d'euros. Pour vous situer, quand j'ai travaillé à l'INPES il y a 15 ans, le budget annuel de l'INPES, c'était 100 millions d'euros. Donc on voit bien que le décalage, là c'était tout le programme de santé de l'Union, il est énorme entre ce qu'il faut et ce qu'il y a en réalité. Mais ça, c'est parce que ce sont les nations qui sont souveraines. Alors, on aurait pu penser que ce programme était axé sur les maladies rares, sur le remboursement des médicaments, sur la carte universelle d'assurance maladie, sur les pandémies, mais il faisait aussi plein d'autres choses, notamment la lutte contre l'alcool chez les jeunes, les cancers, voilà, plein d'autres sujets. Et donc, bien évidemment, c'était plein de petites subventions ou de petits appels à projets qui avaient lieu. Alors, la communication là-dedans, eh bien, l'obligation, c'était de communiquer sur le fait qu'on avait été financé par l'Union européenne. Et l'Union européenne communiquait sur les programmes et sur les appels à projets, sur les gens qui avaient gagné, mais pas du tout sur ce qu'on appelait les résultats du programme de santé. C'est là que j'y suis allée. Et moi, je pensais, effectivement, en y arrivant, que les résultats du programme de santé, c'était les produits finaux qu'on avait subventionnés, évidemment. Donc, si on prenait une action qui était en direction de la population et qui donnait des conseils de prévention, eh ben, je pensais qu'on allait diffuser ces conseils de prévention. Ben non, on allait diffuser le fait qu'on avait financé un dépliant qui permettait des conseils de prévention. Parce que le produit final appartenait à l'association, appartenait à l'entreprise, etc., qui avait, enfin pas l'entreprise, parce que sinon c'était des appels à projets, on était propriétaires, mais des appels d'offres, étaient propriétaires et pas nous. Et donc c'était là toute l'ambiguïté de la chose. Ensuite, il y a eu Covid, et puis normalement, il ne devait plus y avoir de programme de santé. La santé devait être répartie dans toutes les politiques. Covid est arrivé, et là, c'est pas possible, on ne peut pas avoir de programme de santé. Donc, finalement, il y a un programme de santé. Et alors, on est passé dans un programme de santé qui est de 2021-2027, donc encore aussi long que le premier. Et là, on est passé de 449 millions à 5,5 milliards.
Alors, on essaye de justifier ça, et on a raison de le faire. Hein. Là, alors moi, quand j'ai vu ça, j'étais ultra heureuse. Et alors, ce programme, il a permis aussi la création d'une autorité qui s'appelle HERA, H-E-R-A, donc symboliquement, c'est pas rien de surnommer une autorité comme ça, qui a une première vocation, c'est de la lutte contre les épidémies et de coordonner la réponse. Et donc, la coordination de réponse, Guillaume et moi, on le sait, parce qu'on a bossé sur les urgences sanitaires et la création des urgences sanitaires en France, ça nécessite une vraie préparation. Et quand on est interpays, quand on n'a pas tous les mêmes actions pour répondre, si on décide de porter le masque dans les transports dans un pays A et dans le pays frontalier, il n'y est pas, il y a un problème de communication majeur qui peut rentrer. Et cette coordination, elle est très importante. Mais si on regarde plus loin, ils ont étendu en disant que les sujets de santé, les maladies chroniques, etc., ça participait à une précarité. Donc, comme ça participe à une précarité, bien évidemment, ça a un enjeu économique et social. Là, on est dans le rôle de l'Europe. Donc, on va aller aussi sur les maladies chroniques. Pareil pour le cancer. Évidemment, les maladies rares, puisque ce programme dit on va aller là où l'Union européenne a une vraie valeur ajoutée. Et on se doute bien que les maladies rares, s'il y a un enjeu où on peut y aller au niveau européen, parce que plus il y en a, mieux les enfants en majorité sont soignés, etc., l'Union européenne va évidemment là-dessus. Et finalement, le programme, qui était au début monté pour les épidémies, s'est élargi finalement à l'ensemble de la santé. Alors, excusez-moi, je vais prendre mes antisèches sur mon ordinateur parce que contrainte et forcée, je suis allée chercher le règlement de ce programme et je suis allée surtout voir quel était le règlement qui a été donc voté et qui présente justement cette initiative, ce programme et qu'on appelait EU for Health ou l'Union pour la santé en français. Donc ça, c'est la traduction officielle que je vous donne. Et je suis allée voir le chapitre qui parle de la communication. J'ai fait mes devoirs parce qu'en fait, moi, je suis partie de la commission il y a 3-4 ans et tu m'as demandé d'aller voir et donc j'ai fait mes devoirs. Et donc, je vais vous lire quand même, et pardon, et puis je vais vous lire un autre volet. Donc, pardon de faire ça, mais c'est la Commission européenne. Il y a des moments, il faut aller dans les textes pour bien comprendre. La diffusion d'informations auprès de la population joue un rôle important dans la prévention des maladies et dans la réaction envers elles. Le programme devrait donc soutenir les activités de communication destinées au grand public. Ça ne veut pas dire faire des actions de communication. Ou à des groupes ciblés de personnes ou de professionnels, afin de promouvoir la prévention des maladies, un mode de vie sain, de lutter contre la mésinformation et la désinformation en matière de prévention, fake news, de la mésinformation en matière de cause ou de traitement des maladies, de combattre la réticence à la vaccination, et de soutenir les efforts visant à renforcer les comportements altruistes tels que les dons d'organes et de sang en complément des campagnes nationales sur ces questions. Ça veut dire qu'ils vont soutenir des actions, ça ne veut pas dire qu'ils vont porter des actions eux-mêmes. C'est important parce que ce n'est pas du tout la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des appels à projets et ça ne sera pas des appels d'offres. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'Union européenne ne va pas porter une grande campagne de promotion de la vaccination européenne qui sera diffusée partout. Enfin, je dis ne va pas, mais ça, c'est ce qui est écrit dans le texte. Après, on va voir comment ça évolue, puisque c'est tout neuf. Donc moi, je vous fais part de... Attention, je ne parle pas au nom de la Commission européenne, c'est mon analyse personnelle. Attention. Je tiens à dire que là, je ne parle pas au nom de la Commission. Alors après, je suis allée voir, quand il détaille le programme de santé et ses actions, je suis allée voir l'information, la communication et la publicité. On dit ce qu'on doit faire quand on porte une action financée par l'Union européenne. Information, communication et publicité. 1. Les destinataires d'un financement de l'Union font état de l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir leurs actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnelles à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ça veut dire qu'on doit dire qu'on a été financé par l'Union européenne. La Commission, donc l'organe qui fait que tous les appels d'offres, etc., et qui crée le programme, de l'Union, la Commission met en œuvre les actions d'information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises, au titre des programmes et aux résultats obtenus. Comme je vous ai dit, ce que j'avais, moi, vécu à la Commission. Et les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle. Donc, moi,
c'est mon avis personnel. Je suis contre les communications institutionnelles. Je pense qu'il faut arrêter de dire tout le temps ce qu'on fait. Je pense qu'il faut le montrer. Et quand on montre, ça a plus d'impact parce que quand on montre ce qu'on fait et l'efficacité, et que ça, c'est en plus partagé, repris par d'autres, et on sait toujours qui a fait la chose. Et la communication institutionnelle descendante, comme on a tous fait à un moment, du communiqué de presse qui dit qu'on a fait quelque chose et qu'on ne voit jamais ce quelque chose, ça me rend, pardon de le dire, en tant que communicante et personne qui agit un peu dingue, parce que ce qui est important, c'est ce qui est fait. Et cette notion-là, elle n'émerge très peu, mais je dirais dans aucune grosse institution, parce que les institutions ont besoin de dire ce qu'elles font, à juste titre, pour obtenir des fonds, pour pouvoir justifier de leur action, parce qu'on est redevable aussi aux citoyens, et donc c'est un devoir de le faire. Mais quelque part, on perd le quoi, et on parle juste du comment. C'est un peu dommage. Et puis, enfin, donc on va dire donc les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs énumérés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans la santé. Donc ça, c'est les textes. Alors après, il y a les textes et puis il y a quand même la commission qui craque de temps en temps, et heureusement, et on est content, et qui propose quand même des actions qu'elle place sur les réseaux sociaux. Alors, on a eu une action sur Covid où la Commission européenne a fait un film pour expliquer ce qu'étaient les ARN messagers et les vaccins à ARN. Et elle l'a diffusé partout et elle a proposé à tout le monde de les reprendre. Donc là, je ne sais pas si tu l'as ou pas, on pourra le passer, mais peu importe. Ça dure 30 secondes et ça permet d'expliquer à toutes les populations comment fonctionnent les ARN. Et ça, pour le coup, ça fait presque partie du rôle de la Commission puisqu'elle était en coordination de l'achat des vaccins, etc. Donc c'était complètement justifié. Et c'est là que, en fait, dans les textes, c'est très précis, mais il y a aussi un devoir, finalement, de faire de la communication quand la commission est en charge, en fait, tout simplement. Et puis, il y a une autre campagne qui a été mise en place. Donc, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Mais elle est sous l'égide du sport parce qu'elle est consensuelle et qu'il n'y a pas de problème de culture. Et c'est cette campagne qui s'appelle Healthy Lifestyle for All, donc avec le 4, ils aiment bien le 4 à chaque fois, qui est une campagne qui a été lancée en septembre dernier et qui est lancée pendant la semaine du sport. C'est une semaine. Et en fait, l'Union européenne a financé, mais là aussi, on est dans un système de financement d'action et de promotion de l'activité physique, qui est un programme pour nous de santé. Et en fait, là, pour le coup, ça a eu un succès monstrueux. Et peut-être que finalement, la communication que devrait faire la Commission européenne, c'est ça, c'est-à-dire promouvoir énormément d'actions de communication et de promotion de la santé sous l'égide d'une semaine européenne où chacun promeut les choses et qu'on peut financer comme ça. Voilà, ça sera ma conclusion. Et je tiens à le dire, même si j'ai été un petit peu critique de ce programme parce que je suis communicante et que voilà... sans la Commission européenne, on voit bien que Covid, on aurait eu quand même beaucoup de mal. Et donc, je suis une Européenne chevronnée, convaincue. Et je salue mes collègues d'avoir fait le boulot qu'ils ont fait. Voilà. Et tu parlais de culture, justement. C'est l'un des problèmes dans la communication, sur la difficulté de faire une communication sur l'ensemble des pays de l'Union. C'est justement le problème de culture. On pourrait se dire que, par exemple, sur la problématique du tabac, qui est une problématique unanime, etc., c'est vrai qu'on n'a pas la même façon d'aborder la problématique du tabac dans chaque pays. Le regard est différent, peut-être différemment au Danemark qu'en Espagne. Et donc, c'est essentiellement un problème de culture. Oui, et puis je vais rebondir sur la sécurité routière. On se posait la question parce qu'à l'INPES, on était un peu en lien avec la sécurité routière de temps en temps, etc. Et on se posait la question de voir, et eux aussi, des campagnes beaucoup plus violentes. Et en fait, on avait très peur à l'époque du mécanisme de déni. C'est-à-dire, ah non, je ne peux pas voir ça. Et si je ne peux pas voir ça, je vais pas recevoir le message. Et c'est pour ça qu'on n'y allait pas. Et je pense que les anglo-saxons sont plus habitués à recevoir des messages comme ça que nous. La culture est complètement différente et c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu d'une communication au niveau européen, c'est les différences à la fois, je pense aussi, de culture, peut-être de système de santé aussi, qui fait qu'on a un rapport à la santé qui est différent selon les pays. Il n'y a pas non plus une uniformisation entre les 27 pays non plus, si c'est bien 27 toujours, qui constituent l'Europe ou s'il y en a plus après. Et donc du coup, ça, c'est des gros enjeux. Et je trouve que c'est un enjeu qui est assez difficile même à résoudre, cette différence culturelle qui est assez forte. Ou alors, ça voudrait dire de trouver un sujet qui est suffisamment consensuel dans 27 pays, avec une appréhension de chacun des acteurs identique, enfin relativement identique en tout cas, ou avec peu de différence, pour pouvoir permettre de porter une campagne qui soit audible partout. Sinon, qu'est-ce qui est le pire dans une campagne ? Qu'un communicant se fasse plaisir.
Ça n'a aucun intérêt, surtout en communication santé. C'est pour faire plaisir à un communicant ou un directeur de création qui a l'impression d'avoir inventé la créa de l'année, mais qu'au final, elle ne sert pas le bénéfice final, qui est quand même le patient ou l'aidant, parce qu'on est sur des sujets de santé, des sujets qui demandent du sens. À mon sens, là, pour le coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il faut vraiment réussir à trouver quelque chose une cause. On aime bien parler de cause chez RED, mais c'est vrai qu'il faut réussir à trouver une cause qui soit commune, avec des expressions communes dans les pays. D'ailleurs, ils ont fait des animés pour l'ARN messager, et ils ont eu raison, parce que du coup, il n'y a pas d'identification à une culture ou à un autre. Et souviens-toi, Guillaume, au moment de la préparation de la pandémie grippale, donc ça date un peu, mais les campagnes de l'INPES qu'on coordonnait, visuellement, franchement, moi je les ai coordonnées, je peux le dire, je les trouvais moches, mais elles correspondaient vraiment aux besoins. Et c'est vrai que je pense que le côté se faire plaisir dans une campagne, quand on est communicant, il faut s'asseoir dessus. Et ça, c'est très important parce que moi-même, je suis communicant et c'est quelque chose qu'on doit avoir s'il y a des communicants. Il faut toujours avoir en tête, justement, d'éviter de se faire plaisir. Parce qu'on on a envie de faire une belle création, parce qu'on est passionné par notre job, etc. Et souvent, le risque, c'est qu'en essayant de faire du beau, avec les super créatifs qu'il peut y avoir dans les agences, on peut se faire plaisir. Tendance, voilà. Ou être dans la tendance. Ouais. Et au final, on se rend compte que c'est pas du tout efficace. Je me souviens de campagnes que j'ai pu faire, moi, à titre dans une autre vie professionnelle. Les plus beaux films de pub que j'ai pu faire, c'est les films qui ont été les moins efficaces en termes de retour de ROI. Donc voilà, faut bien être attentif sur cette question-là. On parlait de culture. La culture danoise, les pays nordiques en termes de santé, on sait qu'ils sont souvent cités en référence, le modèle des pays nordiques. On a la chance d'avoir Annette qui est donc chargée d'affaires santé pour le Danemark. Comment ça se passe au Danemark, justement? Comment le système de santé danois fonctionne et quel type d'action de communication vous pouvez faire? Merci beaucoup pour l'introduction et merci à vous tous d'être là. Je voulais juste, avant de commencer la présentation, dire deux mots sur un peu la relation bilatérale France-Danemark dans le domaine de santé, parce qu'il y a maintenant 2 ans, il y a une déclaration d'intention qui a été signée, et ce qui fait qu'il y a effectivement de plus en plus d'échanges, de partage d'expériences France-Danemark en santé, et nous en sommes très heureux. Il y a surtout 3 axes sur lesquels, pour l'instant, on échange, parce qu'on a aussi voulu être plus précis et réduire, parce qu'on ne peut pas parler de tout, n'est-ce pas? Donc, c'est plutôt sur l'hôpital de demain, l'EHPAD de demain et les enjeux par rapport aux maladies chroniques. Donc, c'est là qu'on a beaucoup d'échanges maintenant. Dans ma présentation, j'ai choisi de vous parler d'une campagne de communication qui a eu lieu au Danemark suite à une grande crise vaccinale. Ça a créé un grand drame, entre guillemets, parce que les filles ont arrêté de se faire vacciner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais y revenir. Mais avant d'en parler, je voulais quand même dire 2 mots sur exactement le système de santé au Danemark, parce que c'est le contexte et c'est ça aussi qui définit la campagne qui a été faite par la suite. Donc, le système de santé au Danemark, c'est comme en France, on a une couverture universelle. C'est gratuit pour le patient, très souvent. Donc, il n'y a jamais d'argent. En fait, quand on va à l'hôpital, chez le médecin généraliste, on n'avance pas d'argent. C'est financé à hauteur de 84% par les impôts. Et peut-être vous avez lu, les Danois sont très heureux de payer les impôts parce qu'il y a un retour, que ce soit quand on est malade, quand on est au chômage, à la retraite, etc. Donc, la santé est financée par les impôts. Le reste, les 16%, financés par le patient, principalement pour tout ce qui est soins dentaires et aussi les médicaments. C'est un peu moins bien remboursé au Danemark qu'en France. Il y a un très haut niveau de décentralisation du système au Danemark. Vous en avez peut-être aussi entendu parler. Voilà, très brièvement, il y a le niveau national avec la législation qui est faite, les standards de qualité, les accords aussi, les négociations de budget entre l'État, les régions et les municipalités. Tout ça, c'est au niveau national. Mais sinon, on a un niveau régional avec 5 régions. Et les régions sont principalement responsables des hôpitaux et les médecins généralistes, mais qui sont libéraux, tout comme en France. On a un niveau local avec 98 municipalités
Et les municipalités au Danemark ont beaucoup de compétences. On ne peut pas les comparer avec les communes en France parce qu'on a eu une réforme territoriale au Danemark en 2007 qui a donné beaucoup de compétences aux municipalités. Elles sont responsables de tout ce qui est dépendance, les personnes âgées, les écoles, la prévention. On lui a donné la prévention aussi en santé et tout ce qui est réhabilitation. C'est aussi eux. Donc, on a transféré énormément de l'hôpital vers les centres de santé dans les municipalités. Brièvement sur le financement, parce qu'on me pose souvent la question. Donc, vous voyez ici que les impôts sont relevés au niveau national et au niveau des municipalités. Les régions sont financées grâce à des dotations de l'État à hauteur de 75%. Voilà. Et le reste est financé partiellement par une tarification à l'acte. Ça fait des années qu'au Danemark, on n'a plus gardé la tarification à l'acte à l'hôpital. C'était trop cher, tout simplement. Donc, on est passé à des dotations. Et il y a aussi un cofinancement, c'est important, un cofinancement de la part des municipalités qui ont une co-responsabilité. Ça veut dire que quand leurs citoyens dans la ville vont à l'hôpital, ils payent, cofinancent, ce qui les motive à bien s'occuper de la prévention. Voilà quelques chiffres. Hein. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais juste pour dire que le Danemark et la France, on a à peu près le même niveau, hein, autour de 10-11% du PIB consacré à la santé. Donc la différence, c'est les priorités qu'on donne et comment on dépense l'argent. Ces exemples de campagnes, je les ai listés, non plus pour aller dans les détails, mais pour vous montrer un peu les sujets de grande actualité au Danemark. Vous voyez que, par exemple, il y a des gros efforts de fait par rapport aux jeunes, parce qu'on a un défi au Danemark. Les jeunes boivent et fument beaucoup trop, plus qu'en France. Donc là, c'est vraiment quelque chose que les autorités de santé prennent très au sérieux. Il y a des nouvelles campagnes qui vont arriver parce qu'on va vraiment essayer de changer ce comportement-là. Sinon, il y a tout ce qui est autour de la santé mentale, les jeux des enfants, la vaccination, bien sûr. J'ai choisi de mettre un petit zoom sur une de ces campagnes, celle qui s'appelle Stop HPV, vaccinez-vous, parce que c'est là qu'on avait eu ce défi, on va dire, et une grande gestion par rapport au problème avec les filles qui voulaient plus se vacciner. Aujourd'hui, oui. C'est rentré aussi dans les vaccinations standards. Pour ceux qui n'entendent pas, on parlait du HPV, les vaccinations chez les garçons aussi. Oui. Voilà. Oui, de plus en plus, mais c'est aussi, bien sûr, un travail sérieux à faire pour informer et les faire adhérer. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en 2008, juste pour rappeler que c'est là que le fait de vacciner les filles contre les virus HPV s'est rentré dans notre programme standard de vaccination. En 2015, il y a eu une chaîne de télé danoise qui a fait un documentaire avec 47 filles et leurs familles. Et ces 47 filles ont parlé de leurs histoires avec la vaccination. Donc, c'était très axé sur les effets secondaires de ces filles-là. Donc, on n'a pas entendu toutes les filles où ça se passait bien. C'était vraiment sur les gros problèmes, pas très nuancé, donc la conclusion. En 2007, les autorités de santé au Danemark se sont rendues compte que là, le taux de vaccination baissait beaucoup et que c'était très grave. Et il y a eu même une étude d'un article scientifique qui est sorti qui a clairement montré le lien entre ce taux qui baissait, les articles très négatifs sur les réseaux sociaux et donc le manque d'information aussi. Donc les autorités, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait une sorte d'alliance avec la Ligue contre le cancer, parce que donc c'est une vaccination contre le cancer du col de l'utérus, et l'Association danoise des médecins. Je vois qu'il y a des membres de la Ligue contre le cancer qui sont là d'ailleurs. Très bien. Donc, ils ont fait cette coalition d'acteurs pour être plus forts dans la communication. C'est vrai qu'au Danemark, c'est très souvent le cas. On retrouve donc une campagne autour de nombreux acteurs. Là, c'est quelques exemples sur qu'est-ce qu'on a fait.
Alors, comme je disais, on a su qu'il y avait un manque d'informations sur Facebook, sur les médias sociaux, et on s'est rendu compte, en fait, que les mères, des filles qui décidaient, pour la plupart, trouvaient pas assez d'informations sur les médias sociaux. Donc, on a décidé que Facebook devait vraiment être l'outil de communication principal, et ils ont créé aussi un site Internet dédié. Il y a eu une stratégie, ils ont décidé de raconter des histoires personnelles des filles qui ont eu le cancer parce qu'elles ne se fait pas vacciner. Et donc, cette stratégie-là, on l'appelait, j'ai traduit directement, cœur, cerveau, mais avec un focus clairement sur les émotions, où on mettait donc en lumière ces filles-là et leurs histoires. On a beaucoup travaillé aussi, on va savoir peut-être après si c'est la même façon, la même méthode en France, mais donc ils ont mis en action ils ont appelé ça des actions de co-création, donc des campagnes sur les médias sociaux où on demandait aux filles, aux mères, etc., de compléter les listes d'arguments positifs pourquoi il fallait se vacciner. Donc, pour vraiment pousser cette prise de conscience et parler des avantages. Ils ont fait aussi tout ce ils s'appellent ça community management. Donc, parce qu'il y avait beaucoup de misinformations, désinformations sur les médias sociaux, ils ont mis en place une cellule, un groupe de personnes qui pouvaient en fait répondre quand il y avait des questions et même donc des fausses informations sur Internet. Donc ça a été pris très au sérieux. Ensuite, on revient aux résultats de cette campagne. Donc, on voit ici que du coup, maintenant, on est monté de 34% des filles qui se laissent vacciner, un taux de 76%. On travaille encore dessus parce que l'objectif, c'est que c'est 80% des filles qui font la vaccination. On a vu aussi que la part des messages positifs a augmenté. Et donc, j'ai repris le fait que maintenant, c'est aussi une vaccination donc, proposée aux garçons. Cette campagne et les expériences des autorités de santé au Danemark a mené à une sorte de codex de bonne communication sanitaire au Danemark. Donc, sans aller dans les détails aussi de chaque principe qui les guide maintenant pour les futures campagnes, on retrouve le fait d'être positif. Donc, au Danemark, on a décidé, on ne va pas dénigrer, entre guillemets, des mauvais comportements, mais on va plutôt aller vers la carotte ou les messages très positifs. On retrouve l'audace, que vous en avez mentionné tout à l'heure. Donc ça, vraiment aussi, c'est devenu quelque chose de très important dans les campagnes au Danemark. Je disais aussi que la coopération entre acteurs, clé à la réussite, et le fait, bien sûr, de mesurer les résultats, ça c'est normal, c'est la même chose partout, que c'est important. Et d'intégrer une action dans un ensemble d'actions de communication. C'est ce que j'avais préparé. Merci Annette. Vous montriez tout à l'heure sur votre diaporama l'investissement, le PIB, l'investissement de la santé en France et des autres pays de l'Union européenne et dans le monde. La France a un des PIB les plus importants en termes de santé. On a plutôt une bonne espérance de vie en France. En revanche, l'espérance de vie en bonne santé, il n'est pas du tout bon en France. Est-ce qu'au Danemark, il est meilleur ? Il a été meilleur pendant de nombreuses années. On est en train de baisser, malheureusement, un petit peu. Il y a un profil qui est sorti tout récemment. Mais c'est vrai que quand on parle prévention et rester actif toute sa vie, avoir des années de bonne santé, on a, depuis de nombreuses années au Danemark, travaillé beaucoup de garder ses compétences quand on vieillit et tout ça. Il y a beaucoup d'aides mises à disposition. Les municipalités donnent, maintenant c'est devenu loi aussi, de proposer à une personne qui a une perte d'autonomie permanente des cours de réhabilitation pour récupérer ses capacités et tout ça. On a un système c'est inscrit aussi dans la loi que les municipalités doivent proposer aux personnes à des âges 75 ans, 80 ans, des rencontres avec les équipes de la personnalité pour détecter est-ce qu'on est en train de perdre des capacités, etc. Donc, il y a des choses mises en place qui sont très bien, mais pas assez.
Et c'est sans doute d'ailleurs un des grands enjeux qu'on va devoir affronter en termes de communication, c'est se vieillir en bonne santé, qui est un enjeu pour nous tous et mondial. Peut-être que les 5 milliards d'euros de l'Union européenne pourraient y aider, justement. Alors c'est plutôt, d'après ce que j'ai compris, plutôt en réponse à la crise, mais je pense que vieillir en bonne santé, ça va être probablement l'une des prochaines grandes crises. Oui, et en fait, ça va même au-delà, c'est-à-dire que ce programme, il a été créé en réponse à la crise, puisque la politique d'avant, c'était de dire la santé doit être partout, donc on la met dans tous les programmes, en fait, c'était ça. Donc il n'y avait plus un programme qui pilotait la santé, mais ça rentrait dans tous les autres programmes, Horizon, etc. Et en fait, la crise a montré que, évidemment, il y a besoin d'une coordination européenne en cas de pandémie, mais qu'en fait, finalement, avoir un programme qui pilote la santé et aussi, parce que les 5 milliards, c'est aussi ça, la santé qui rentre dans les autres programmes font que, évidemment, en fait, finalement, elle couvre tout le champ de la santé. Et ça va de la prévention aux soins, au remboursement des soins, au coût des médicaments, à la production des médicaments sur le territoire, au bien vieillir. Enfin voilà. Donc c'est un programme qui est ultra complet et on est passé, on l'a multiplié par plus de 10. Donc là, on peut le dire clairement, là, c'est du sérieux là. Donc moi j'ai un... Mais je suis encore une fois, mais j'ai un espoir fou dans ce programme et aussi dans la communication parce qu'elle a été inscrite. Elle a été inscrite et du coup, je pense que tout le monde s'est rendu compte que ce qui a permis de gérer cette crise, c'est aussi la communication. Et que sans ça, on n'y serait pas arrivé. Et donc, tout le monde a pris acte que la communication, c'est un vrai enjeu. Et elle est inscrite. Et on a mis en place des campagnes, etc. Donc, et la commission s'en est chargée pour certains sujets. Et ça, moi, je trouve que c'est une énorme avancée. Et donc, moi, j'ai un grand espoir pour la communication santé. Et j'aimerais bien, et je le dis aussi aux agences de communication, qu'elles reviennent aussi dans le public. On a eu une magnifique campagne promotion de la vaccination Covid, etc. Mais moi, je suis une nostalgique des grandes campagnes qui font un buzz d'enfer, qu'on voit chez tous les médecins, etc. Parce que je pense que finalement, ça manque et ça remet quand même des choses, ça remet les pendules à l'heure sur certains sujets. Ça ne fera pas changer les comportements, parce qu'on dit qu'il fait 25 ans pour changer un comportement à l'échelle de la population, mais ça aide quand même beaucoup. En même temps, si on ne commence pas à essayer de changer les comportements, on ne les changera jamais. Et vu qu'il faut 25 ans pour les changer, si on ne remet pas l'ouvrage sur la table, on ne repartira jamais. Donc, je te rejoins. Voilà, ça et le développement des compétences psychosociales à côté, la communication et ça, les deux alliés, moi, j'y crois, à une belle prévention, à une belle santé grâce à ça. Mais je pense que ces grandes campagnes, comme on a pu les voir, les campagnes tabac, les campagnes sida, il y avait à l'époque de l'INPES, ce qui manque aussi, c'est le budget. Je pense que l'État a énormément diminué les budgets d'achat d'espace média, parce qu'une campagne, pour qu'elle soit vue, il faut acheter de l'espace média. On pourrait imaginer que des campagnes de prévention de santé publique, ce sont les médias qui les diffusent gracieusement, pas du tout. C'est le même prix que pour Ariel ou Colgate. Donc, bien que parfois ils nous disent qu'ils font des petits tarifs, mais c'est des centaines de millions d'euros, et ces centaines de millions d'euros, il n'y en a plus. L'Europe, j'imagine que d'ailleurs ces 5 milliards, ça ne sera pas pour financer de l'achat d'espace média. Non, ce n'est pas du tout la mentalité de l'Union européenne là-dessus. La communication, il n'y a pas d'achat d'espace, ou pas à ma connaissance, peut-être qu'il y en a, mais moi, en tout cas, nous, on n'en avait pas sur le programme de santé. Mais je pense qu'il y a aussi la Commission, maintenant, elle peut aller sur les réseaux plus qu'avant, et que s'il n'y a pas d'achat d'espace, en revanche, produire et fournir ou promouvoir un contenu qui a été développé quelque part et essayer de faire en sorte, parce que ça pourrait être un rôle de dire, il y a un pays qui a fait une super campagne et on lui demande si on peut reprendre les rushs des images et le traduire, etc., et en faire un film pour certains pays, ce qui éviterait les coûts de production pour certains, etc. Déjà, ça serait super. Mais j'irais même ailleurs, là c'est le côté national qui revient, mais le ministère de la Santé pourrait faire ça dans la coordination des ARS, puisqu'on sait que, je le sais aussi, toi aussi, c'est qu'il y a des ARS qui font des campagnes géniales chacune et qui font parfois les mêmes sur le même sujet, alors que si elles s'étaient coordonnées, elles auraient pu en produire qu'une seule, reproduire le changement de logo d'une ARS à l'autre, et les campagnes pouvaient être diffusées. Et normalement, c'est l'objet du secrétariat. Faire de l'achat global groupé pour pouvoir avoir des réductions. Ouais, c'est ce qu'ils essayent de faire, mais c'est toujours compliqué parce que quand on touche à l'humain et à ce qu'on développe, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce qu'Avas, c'est un grand groupe et fait aussi la vente d'espaces publicitaires, et donc du coup les régies médias
aurait sans doute aussi du lobbying à faire auprès des diffuseurs pour essayer de pouvoir diffuser des messages de santé publique à des tarifs plus accessibles. C'est vrai qu'il y a toutes les campagnes, il y a, de ce que je sais, parce que moi je fais moins d'achats médias, mais il y a quelques campagnes parfois avec ce qu'on appelle de la gratuité, ou etc. Ça va beaucoup être les campagnes en général de fundraising, comme Pour la Ligue, par exemple. Pour la Ligue, ou ce que peut faire le Pasteur Don, etc. Là, souvent, il y a des phénomènes de gratuité. Sur d'autres campagnes, même faites par des associations, aussi, parce que je pense aussi aux investissements que ça peut représenter pour une association de patients, parfois, de lancer une campagne, parfois soutenue par l'industrie pharmaceutique, mais pas toujours aussi avec ses propres moyens et ses propres deniers. C'est aussi beaucoup d'investissements. Sur ce que tu évoquais sur les ARS, je me dis que là, on retrouve peut-être ce que j'évoquais en introduction, ce phénomène de silo, que l'on retrouve beaucoup, qui est parfois le défaut de certaines administrations aussi, de siloter un petit peu. Alors c'est vrai qu'il y aurait un effort national, parce que il y a une volonté. Il y a un comité communication, il y a tous les DIRCOM des ARS qui se réunissent. Mais finalement, parfois, ça n'emmène pas le fait de nationaliser. Parce que finalement, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'Europe et effectivement de la dynamique européenne. Si on se ramène à la France, c'est aussi une dynamique régionale. Et ça serait intéressant que la dimension régionale nourrisse le côté national et nourrisse après le côté supranational, parce que ça viendrait en plus vraiment du cœur. Ça viendrait vraiment des besoins. Je crois que ça fait partie aussi des points de votre codex. J'adore ce codex. Aussi, à un moment de repartir vraiment des besoins des patients, des besoins des aidants, des besoins des soignants, selon le cas. Ça dépend des campagnes que l'on mène et des cibles que l'on veut et des populations que l'on veut atteindre. Mais je trouverais intéressant aussi que ça reparte aussi du cœur et que ça vienne comme ça du cœur et que ça remonte très haut, parce que ça pourrait avoir encore plus d'impact, ou en tout cas de sens. Oui, c'est vrai qu'on est parti de tout là-haut de l'Europe. En plus, il y a les cultures de chaque État membre. Et dans chaque État membre, et c'est ce que présentait Annette, il y a des problématiques régionales. Et on sait que justement, l'avenir de la transformation du système de santé, c'est plutôt penser la santé par les territoires et justement pas au national, parce que dans un pays, il y a une culture, mais dans chaque pays, il y a des cultures par territoire, et qu'on doit en être sur de l'hyper-spécialisation des campagnes de communication. Et c'est là-dessus aussi où la communication doit aussi se révolutionner, peut-être sur les territoires, par chaque spécificité. Je ne sais pas, aussi au Danemark, il y a différentes cultures et des campagnes différentes selon les territoires. Il y a différentes cultures, mais c'est vrai qu'on est 5,8 millions d'habitants. 5,8 millions, oui. Donc, quand il y a des campagnes, c'est quand même pour tout le pays. Et pour garder espoir, parce qu'on disait qu'il fallait beaucoup de budget pour communiquer, avoir une campagne visible, justement, via ces campagnes très, très localisées, on peut, via des actions de relations presse, faire connaître des projets en communication sans avoir à rien investir en médias. Et des agences peuvent conseiller aussi pour avoir et puis des relations presse. l'Union finance localement des actions comme ça qui correspondent aux enjeux de santé qui sont définis dans le programme. Donc, c'est-à-dire que on dit qu'il y a rien, enfin, on ne dit pas qu'il n'y a rien. Il y a des communications européennes, mais l'Europe finance des actions de communication et de prévention, notamment, ou d'accompagnement des patients. Mais du coup, elles sont très localisées. Et finalement, c'est un appel à projets et qui sont financés comme ça. Et ça peut être de très petits financements ou de plus gros financements dans le cadre d'une enveloppe qui a été définie de l'appel à projet. Donc, en fait, il y a une communication européenne, mais qui est gérée complètement au niveau local par le biais de subventions. Et alors d'ailleurs, comment on peut prendre les 5 milliards d'euros là? Ceux qui veulent faire des campagnes, concrètement, j'imagine que ça va être des appels à projets avec des dossiers comme ça à remplir. Oui. Alors, comment vous dire Oui, c'est compliqué de répondre à un appel à projet de la Commission européenne, mais c'est compliqué pour tout le monde. C'est aussi compliqué pour ceux qui le gèrent à la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que le principe de la Commission européenne, c'est que ce soit juste, que ce soit droit, que ce soit juridiquement valide et qu'il n'y ait pas du tout de pot de vin, etc., comme exactement les marchés publics en France. Donc évidemment, c'est vachement verrouillé juridiquement avec des normes. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué quand même. Alors c'est vrai que ça peut créer un espèce de... je vais parler pas pour la communication et pour répondre à un appel à projet en général. Quand on lit un appel à projet de la Commission européenne, on se dit « Oula, j'ai rien compris à ce qu'il faut faire », pas au sujet de l'appel à projet, bien sûr, mais à ce qu'il faut faire juridiquement pour y arriver, etc., les différentes étapes. Et en fait, alors il y a 2 points. D'abord, effectivement, ça crée un système où il y a des... Moi, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mon boulot, c'est de répondre à des projets, à des appels à projets de la Commission européenne. » Et je ne savais pas que ça existait quand j'étais de l'autre côté. Donc déjà, moi, j'ai découvert ça. Et je me suis dit « Bah oui, ça crée finalement un marché. » quelque part, on va voir le positif des choses.
Ouais, ça crée des emplois. Mais de l'autre côté, en fait, il y a aussi l'équipe, en tout cas quand moi j'y étais, c'était géré par une agence exécutive qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle la Chafea où j'étais. L'équipe de la Chafea qui lance le projet, la personne qui coordonne le programme, la personne qui a pondu le programme et la personne qui va gérer toutes les analyses qui sont faites par des experts indépendants, là aussi une grosse neutralité, font des réunions d'information en visio pour pouvoir expliquer à tous les porteurs de projets qui veulent répondre comment ça fonctionne, et il y a une possibilité de poser des questions. Donc ça, enfin voilà, au moins ils savent que c'est compliqué et ils répondent à toutes les questions, et ça c'est vrai, on répond. Donc ça a une raison, en fait. Et la raison, c'est que ce soit juste. Voilà. Alors, la commission, c'est un énorme système. Mais imaginez déjà, quand on est à l'échelle départementale et qu'on essaye de coordonner quelque chose, quand c'est à l'échelle européenne, forcément, c'est un peu plus complexe. Et donc, ça demande de rentrer dans les appels à projets et de bien les lire pour bien les comprendre, mais surtout aussi d'oser aller poser les questions à l'équipe, parce qu'elle répond, ce sont des hommes et des femmes derrière. Et les gens qui portent les projets sont des spécialistes du domaine. Voilà. Donc, ils connaissent très, très bien le fond du sujet. Il nous reste 10 minutes pour des questions-réponses dans la salle, si vous avez des questions. Pendant ce temps, est-ce que je peux faire un petit peu une communication sur quelque chose qu'on fait à l'ambassade du Danemark? On organise en fait un colloque sur le rôle et la place du patient dans le système de santé. C'est le 23 juin. Je pense aussi aux associations de patients et tout ça, mais vous êtes bienvenus pour qui c'est intéressant. Donc, n'hésitez peut-être pas à venir me voir après pour que je puisse vous donner plus d'informations. Question. J'arrête, je vais vous donner le micro. Merci. Bonjour, moi j'ai 2 questions. Aujourd'hui, comment vous utilisez le moyen des influenceurs éventuellement? Parce que Santé publique France avait initié ce genre de possibilité de communiquer pour toucher un public plus large, notamment les jeunes. Et la deuxième chose, moi, c'est toujours celle de l'évaluation, en fait, de ces campagnes de com, l'impact sur les inégalités de santé, sur la réduction des risques, sur une meilleure santé pour tous, quoi. Parce qu'en effet, c'est d'énormes budgets, mais comment on arrive à montrer cet impact, sachant que les comportements mettent 25 ans éventuellement à évoluer. Voilà, c'est la question de l'évaluation, donc. Je vais peut-être recommencer sur les influenceurs parce que oui, effectivement, il y avait beaucoup de choses qui avaient été initiées à l'époque par l'INPS et Santé publique France. Et aujourd'hui, oui, clairement, il y a énormément de campagnes qui font appel à des influenceurs. Alors, il y a plusieurs types d'influenceurs aussi. Et en fait, je pense qu'on est en train d'ouvrir aujourd'hui un nouveau champ justement sur cette dynamique de l'influence, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'il y a les influenceurs que l'on connaît, les personnalités assez connues, reconnues, etc., qui coûtent en général assez cher, mais qui sont assez connus. Et puis, il y a aussi des influenceurs patients, et il y a des influenceurs un peu plus sectoriels, et il y a aussi des influenceurs, je qualifierais un peu plus de soignants. Donc, il y a plein de niveaux, en fait, dans l'influence. Et il y a aussi les décrypteurs, c'est-à-dire des gens qui vont participer à décrypter des pathologies, expliquer comment ça marche, un peu le E égale MC, un peu le E égale MC2 de M6, mais version influence, des... genre comme bien dans ton corps, etc. Après, il y a des influenceurs soignants, parce qu'on voit aussi la communauté médicale de plus en plus être présente sur les réseaux sociaux, notamment certaines professions, plus peut-être côté des maladies, des acteurs tels que notamment je sais qu'il y a les communautés autour de tout ce qui est diététique, tout ce qui est nutrition, tout ce qui peut être effectivement accompagnement, etc. Donc, il y a aujourd'hui des influenceurs soignants, il y a des influenceurs patients aussi que l'on voit émerger, qui écrivent des livres, mais qui aussi animent une communauté. Donc, il y a une myriade, en fait. Dans l'influence, je dirais qu'il y a des influences, avec une myriade de personnes qui, aujourd'hui, utilisent les canaux des réseaux sociaux pour s'exprimer, exprimer leur ressenti par rapport à une pathologie, soit qu'ils vivent, soit qu'ils accompagnent, aussi lorsqu'ils sont aidants, ou qu'ils essaient de soigner, de traiter ou de prendre en charge. En tout cas, voilà, aujourd'hui, il y a une multiplicité d'acteurs qui s'expriment. Donc là aussi, après, il faut s'y retrouver. Comme toujours, il y a toujours un moment où on découvre le sujet. On était un petit peu en retard, je le disais, en France. Je trouve que maintenant, on se rattrape et puis on est en train de s'organiser. Et ça concerne tous les canaux. Ça va dépendre aussi, mais après, c'est comme tout.
l'utilisation, par exemple, de Facebook sera peut-être plus réservée à certains types de patients qui souffrent de certains types de pathologies. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui se passent dans le monde de la santé sur TikTok, sur Twitch, sur des plateformes de jeux que je ne connais pas bien, j'avoue, mais de gaming, etc., où aujourd'hui, il est possible d'aller passer des messages de santé publique à destination de nos populations, pour aller, par exemple, toucher une cible qui est très compliquée, qui est aussi la cible des 12-25, qui est toujours la cible la plus difficile à toucher en termes de prévention. Ça n'a pas changé. Ça fait 20 ans que je l'entends, et je crois que malheureusement, ça fait 20 ans que ça dure, et ça durera encore. Donc voilà. Mais c'est un point intéressant que vous soulevez, parce qu'on a beaucoup parlé finalement de campagne avec un grand C, avec des budgets énormes. Mais c'est vrai que parfois, pour mener certaines actions, sans tomber dans la grande campagne qui demande 5 millions et 3 millions d'achats d'espace pour aller toucher le fameux Access Prime Time, c'est-à-dire avant le JT de 20h de TF1 ou éventuellement après. Il y a plein d'autres techniques aujourd'hui, il y a plein d'autres façons aujourd'hui de travailler en communication pour aller toucher les gens. Tu évoquais les relations presse, ça peut aussi être une façon d'aller partager des messages, peut-être avec une envergure différente, mais on est un peu sorti, d'un point de vue communication, de la grande messe du 20h. Oui, elle est encore là, certes, quand on voit les taux d'audience, mais on n'est plus si vous me passez l'expression, dans les années 50-60, où on se mettait devant son écran à 20h pour regarder la parole du présentateur du JT et présenter les infos. Aujourd'hui, l'accès à l'info, elle se fait tout le temps. Il n'y a plus besoin d'attendre le 20h. Il se passe depuis qu'on a commencé cette conférence, on a tous reçu, j'imagine, 15 alertes sur nos portables pour nous dire ce qui se passe. Peut-être qu'un gouvernement a été nommé. J'en ai reçu, c'est pour ça que j'écris, c'est voilà. Les prochains intervenants qui me cherchent, donc excusez-moi si j'écris. Mais peut-être qu'un gouvernement a été nommé depuis que nous sommes sur scène, on ne sait pas. Pas encore, a priori. Donc voilà, donc du coup, ça change aussi un petit peu le rapport à l'information. Donc il y a l'influence, effectivement, mais il n'y a pas que les grandes campagnes qui demandent 3 millions d'investissements. Il y a aussi les relations presse, il y a aussi le travail et la communication locale aussi, pour aller soutenir des projets, pour aller soutenir des sujets. Donc il y a une myriade aujourd'hui, je pense, de façons de communiquer. Ça, c'était Oui, mais il y a aussi le problème de la crédibilité de l'information. Et c'est vrai que quand je suis hyper pour ce genre de campagne où on diffuse des messages effectivement via les séries que regardent les jeunes, les influenceurs que regardent les jeunes, etc. Mais c'est vrai que du coup, pour les influenceurs, ça, parce qu'ils ont confiance, mais la crédibilité de l'information et le fait qu'on puisse la trouver quelque part, ça manque au niveau. Il y a santé.fr qui existe, mais en fait, j'ai cherché, j'ai regardé. Quand on cherche vraiment quelque chose sur un moteur de recherche que je ne citerai pas, on ne tombe pas sur santé.fr ni sur les sites qui ont été créés pour faire de la prévention, parce que je viens de l'INPES, la prévention, vous avez compris, c'est mon dada. Pour revenir à comment on teste nos campagnes, alors moi, c'est un peu vieux, parce que j'ai un peu quitté, mais comment ça se passait à l'époque? D'abord, évidemment, toutes les campagnes étaient pré-testées et post-testées, donc voir si elles étaient vues, comprises, entendues, et on posait des questions pour voir si ça allait influencer. C'est du déclaratif, mais surtout l'INPES, mais je crois qu'il existe encore, avait un énorme baromètre annuel, et donc on voyait, sur plusieurs milliers de personnes, et on voyait s'il y avait des changements de comportement, quels étaient les leviers, quels étaient les freins, et on travaillait. C'est pour ça que les deux ont fusionné avec l'Institut de veille sanitaire, qui mixait ce baromètre que l'INPES faisait avec les données épidémiologiques. Et il y avait des groupes de travail c'était la démocratie sanitaire avant l'heure. Les groupes de travail, il y avait les patients, les aidants, les associations, les professionnels de santé de terrain, et il y avait l'INVS et l'INPES, et on bossait tous ensemble. Et donc c'était comme ça qu'on voyait si ça avait un impact ou pas. Alors peut-être qu'on peut le dire, moi je trouve que ça me manque, mais peut-être qu'on trouvait que les grandes campagnes, peut-être, je ne sais pas, et j'aurais pas la réponse, mais peut-être qu'on a trouvé que c'était plus efficace de faire autrement avec tous les changements de paradigme de la communication et l'avènement des réseaux sociaux. C'est peut-être ça qui s'est passé. Mais ça, je n'ai pas la réponse parce que je n'y étais pas. Et un petit dernier mot aussi sur le Danemark et la façon de communiquer, parce que sur ma liste avec les exemples de campagne, il y avait une aussi contre les drogues et l'alcool et tout ça. Et là, on a vu, ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup au Danemark, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer les gens. Donc, les gens se déplacent dans les festivals, les lieux de spectacle, etc., pour faire la prévention et faire passer les messages sur place. Eh bien, il me reste à vous remercier pour vos regards et tout ce que vous nous avez dit qui était passionnant. Merci, mesdames. Je pense que c'était une table ronde très féminine, donc très femme de santé. Voilà. Donc une nouvelle fois, n'hésitez pas, mesdames, à rejoindre Femmes de Santé. Et on va enchaîner avec une autre conférence sur la profession de Spin Doctors. Donc je vous remercie.